Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 28 minutes samedi, en compagnie ce soir de l'écrivaine et dramaturge Tania de Montaigne. Avec elle, nous allons nous pencher sur le parcours d'une incroyable héroïne assez méconnue de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Et puis avec Tania de Montaigne, on va aussi bien sûr se plonger dans l'actualité de la semaine. Tout de suite, on jette un coup d'œil au sommaire. Notre premier dossier porte sur le procès en cours en Allemagne d'un médecin syrien jugé pour crime contre l'humanité. Il est accusé d'avoir torturé et tué des opposants au régime de Bachar al-Assad. Un autre officier syrien a été condamné par un tribunal de Koblenz la semaine dernière. En France, en revanche, la Cour de cassation a annulé des poursuites visant un autre dignitaire syrien. Alors pourquoi ce qui est possible de l'autre côté du Rhin ne l'est-il pas chez nous? Comment juger les tortionnaires syriens? Puis nous nous pencherons sur la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Emmanuel Macron veut en faire un moment utile pour l'Europe. Mais au Parlement européen à Strasbourg, il a été rattrapé par la campagne présidentielle et pris sous le feu de ses opposants français. Alors ce contexte électoral va-t-il gâcher la présidence française ou Emmanuel Macron pourra-t-il faire avancer ses dossiers prioritaires? Enfin, nous conclurons ce petit tour de l'actualité avec la photo de la semaine de Marie Monisseau qui va nous emmener à l'autre bout du monde, dans l'archipel des Tonga. Et voilà le programme. Ça vous convient, Nadia? Ça me va, ouais. Bienvenue, Nadia. Ravi de vous retrouver, bien sûr. Ouais, vous allez rester un petit peu avec nous? Un peu. Formidable. Quelle excellente nouvelle. Vous aussi, Jean-Mathieu Pernan? Et il le faut en même temps. Bienvenue, bienvenue à vous, Jean-Mathieu. Bienvenue, Tania de Montaigne. Merci, je vais rester aussi. Ah ben, vous êtes la bienvenue. On est vraiment ravis de vous accueillir. Vous êtes écrivaine, bien sûr, et puis dramaturge aussi. Vous êtes donc actuellement en tournée, notamment pour ce spectacle Noir. Ce sera jusqu'au mois de juin. Je crois que ça reprend au début du mois de février à Lyon. Noir, c'est une adaptation mise en scène par Stéphane Fuenquinos de votre livre Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin. Claudette Colvin, on va y venir dans un instant, c'est donc cette héroïne effectivement assez méconnue du grand public, en tout cas de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis dans les années 50. Mais avant d'en venir à la biographie, à l'histoire de Claudette Colvin elle-même, le titre. Pourquoi ce titre Noir? Pourquoi teniez-vous à intituler ce spectacle Noir? C'était pour forcer, pour inciter en quelque sorte à utiliser ce terme, dites-vous? Oui, en fait, c'était deux choses. C'était à la fois parce que l'action de Claudette Colvin, qui est une lutte qui lui ressemble, c'est-à-dire de ne pas céder son siège à un passager blanc dans un bus au sud des États-Unis dans les années 50, elle force à traverser sa couleur. C'est-à-dire tout le système de la ségrégation est basé sur l'idée que c'est parce que vous êtes de cette couleur-là que vous pouvez ou ne pouvez pas faire telle chose. Et donc, elle, avec son geste, en fait, elle dit non, en fait, il y a ma couleur, mais moi, en fait, je suis une citoyenne américaine. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'une citoyenne américaine peut être arrêtée dans un bus pour un trajet qu'elle a payé. Et vous êtes obligé de vous prononcer sur cette citoyenneté. Donc ça m'intéressait parce que c'est évidemment le trajet qu'elle fait, et ça m'intéressait aussi parce que c'est un mot qu'on ne dit pas. Alors, et on trouve toujours des périphrases. Donc moi, quand je suis née, j'étais personne de couleur, puis après je suis devenue black, puis après je suis devenue musulmane, qui est un sac formidable dans lequel on peut mettre des noirs et des arabes, donc c'est quand même super. Et puis maintenant, je suis racisée. Donc dans tous les cas, on a trouvé comment contourner l'obstacle, tourner autour et ne pas dire en fait quelque chose qui me définit au milieu de plein d'autres choses. Donc ça donne j'assiste à parfois des choses complètement dingues. Donc là, dernièrement, on voulait me désigner quelqu'un. Et il se trouve que c'était la seule noire de la pièce, mais on me disait oui, la personne avec le pull bleu. Donc bon, ça prend 8h30 parce qu'il y en a beaucoup. Alors que bon, elle est noire, mais ça ne dit rien d'autre que le fait qu'elle est noire, quoi. Voilà, c'est dit. Et figurez-vous qu'il y a quelqu'un d'autre qui en sait long sur vous, qui sait exactement qui vous êtes, Tania de Montaigne. Oui, oui. C'est l'heure du portrait. C'est Philippe Ridet, évidemment. C'est votre portrait, signé Philippe Ridet, lu, comme chaque semaine, par Sandrine Le Calvez. Ma chère Tania de Montaigne, gare de Lyon, été 88, TGV, direction Avignon. Des ados partent en camp de vacances, vous en êtes, vous ne le savez pas, mais votre vie va changer. Vous avez 17 ans. Quelques heures plus tard, vous assistez à une représentation du Hamlet de Patrice Chéreau dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Mourir, dormir, dormir, rêver peut-être, c'est l'obstacle. J'ai compris que tout était possible. Né en 1971 à Paris, vous viviez alors à Draveil, entre Priscilla, votre mère, votre grand-mère et un oncle. Maman travaille à Orly. Tiens, il manque quelqu'un. Papa, disons qu'il est ailleurs.
La tendresse ne manque pas, laissons un peu plus. Pour vos loisirs, il y a les centres aérés et les colos du ministère des Transports. Les enfants sont cruels. À l'école, ils se chargent de vous rappeler votre singularité. Pauvre, privé de père et noir en plus, Tania, vous exagérez. Après le bac, Paris, études en sciences politiques, petit boulot et grandes opportunités. Une amie vous convainc de candidater pour Canal J. Vous êtes prise, vous êtes douée, Canal+ vous embauche. Mais une part de vous-même est restée au centre social de Draveil où vous faites du soutien scolaire, à Avignon, avec Shakespeare. Là, vous êtes complètement au cœur de ce qui m'intéresse. La télé n'est pas un projet de vie. Vous vous donnez 3 ans pour publier un roman. C'est votre côté Napoléon. L'organisation précède l'action. Désormais autrice à succès, vous vous égayez dans d'autres activités. La chanson, la radio, le théâtre. La question de l'origine vous passionne, mais vous ne voulez pas être réduite à la vôtre. Appelez-moi Tania, appelez-moi Madame, appelez-moi Française. En 2014, vous avez retrouvé votre père, Samba, un musicien américano-congolais. Il suffisait de chercher, dites-vous, mais ma chère Tania, vous ajoutez, il ne faut pas demander au présent de rembourser le passé. Quelle histoire. Alors, c'est-à-dire que là, Napoléon, il y a beaucoup d'éléments. Puis surtout, j'ai adoré les images de cette dame. Je précise que ça n'est pas du tout ma grand-mère. À aucun niveau, esthétiquement parlant, vraiment, c'est pas du tout elle. Donc, c'est trop drôle. Alors, à propos d'histoire, revenons à celle de Claudette Colvin, donc l'héroïne de Noir. Claudette Colvin, c'est donc cette adolescente, elle a 15 ans, 1955, dans l'Alabama, qui refuse de céder son siège donc, à un blanc dans un bus. C'est un acte de rébellion qui survient 9 mois, d'ailleurs, avant le même acte que va à peu près donc faire aussi Rosa Parks. Or, pourquoi est-ce que l'histoire a retenu le nom de Rosa Parks comme justement l'emblème de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis et pas celui de cette jeune fille, Claudette Colvin? Qu'est-ce qu'il y avait dans son parcours, dans son identité, dans sa biographie qui fait qu'en fait elle est comme ça restée une figure oubliée? En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est 9 mois avant Rosa Parks, mais c'est la même ville, le même bus, et c'est Rosa Parks qui va collecter l'argent pour payer les frais d'avocat de Claudette Colvin. Ce qu'il y a dans l'histoire de Claudette Colvin, c'est déjà l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire qu'il est probable que si elle avait fait ce geste 1 an avant, les choses auraient été extrêmement différentes, parce qu'1 an avant, il n'y avait pas une jurisprudence qui ordonnait que la ségrégation à l'école soit abolie, et donc il n'y avait pas cette crispation en fait des Blancs du Sud de se dire ok, là on est en train de perdre leur monde s'effondrer. Voilà, la seule chose qu'on a qui est sûre dans la vie, c'est que si on est blanc, on est mieux qu'un noir. C'est quand même le truc. Voilà. Bon, alors maintenant, si vous nous enlevez ça, et puis il y a donc il y a le Ku Klux Klan, mais il y a tout un tas d'organisations pro-ségrégation qui jouent sur cette peur. Et sur l'idée que s'il n'y a plus de ségrégation, il y aura des viols. On joue vraiment sur tout un imaginaire comme ça. Et donc Claudette Colvin, quand elle fait ce geste, elle arrive trop tard. Et puis elle arrive à un moment où les associations qui militent pour les droits civiques se disent maintenant il va nous falloir une figure qui soit irréprochable, donc sur laquelle on ne puisse pas se projeter. Elle a 15 ans, on peut projeter tout ce qu'on veut sur l'avenir qu'elle aura. Et puis c'est bien si on trouve une figure qui est enviable pour les Noirs et acceptable pour les Blancs, donc plus claire de peau, qui ne donne pas la sensation qu'elle est pauvre, alors même que Rosa Parks l'était pauvre, mais elle est couturière, Rosa Parks, donc elle fabrique une image qui... Chrétienne aussi, Rosa Parks, elle est... Oui, mais Claudette Colvin est chrétienne aussi, donc là c'est vraiment une histoire de choix. Ce qui m'intéressait, c'est que ce livre, il est dans une collection qui s'appelle Nos héroïnes, et qu'on voit bien que la figure du héros ou de l'héroïne, c'est une figure qui pose la question de la mythologie. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Et donc, en l'occurrence, le récit que proposait Claudette Colvin pour les hommes du mouvement des droits civiques n'était pas suffisant. Il y a une différence aussi entre ces deux femmes qui n'est pas anecdotique, c'est que Claudette Colvin était une jeune femme, Rosa Parks était une mère, et d'ailleurs on dit d'elle, c'est un surnom, qu'elle était la mère des droits civiques. Qu'est-ce que ça dit aussi, cette assignation à la maternité? C'est pas exactement parce qu'en fait, elle n'est pas mère du tout. Eh non. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, ce visage de Rosa Parks, il peut raconter plein de choses. Elle est claire de peau, il y a cette tresse comme ça, elle a un côté assez virginal. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne connaît pas la voix de Rosa Parks. Elle est sommée d'être un visage, et c'est ce qu'elle sera. C'est Martin Luther King qui parle. Et pour tout le monde a l'idée qu'elle est très vieille. Bon, la pauvre, elle a 40 ans. Elle est mariée, on ne montrera jamais son mari.
Marie. Donc elle est vraiment posée comme la Vierge Marie avec ce Jésus, Martin Luther King. Claudette Colvin, elle va tomber très jeune, d'ailleurs enceinte d'un blanc en plus. Alors ça, on ne sait pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va tomber enceinte après son acte, qu'on va réécrire cette histoire. Donc est-ce que c'est un blanc ou pas? Est-ce que c'est un viol ou pas? Est-ce qu'il y a une relation? En fait, tout ça, c'est des choses qu'on ne sait pas parce que Claudette Colvin elle-même ne dit rien de ça. Donc on peut tout projeter. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'elle a été enceinte après et qu'on a réécrit l'idée qu'en fait, elle n'a pas été choisie parce qu'elle était enceinte, ce qui est faux. Alors, il y a le réalisateur du film, Jean-Pascal Zadi, film Tout simplement noir, qui a déclaré qu'on connaissait mieux l'histoire des Noirs américains et des Noirs français. Comment ça se fait? Il y a plein de choses qu'on connaît mieux des Américains que des Français. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Sûr. Ils ont quand même une grande capacité. Alors là, sur la question de la mythologie, on est battu à super plat de couture. Donc c'est vrai que c'est intéressant de remobiliser quelque chose de nous, en fait. Qu'est-ce que c'est cette histoire française? Comment elle se raconte et tout ça. Et effectivement, on a des RER Rosa Parks. Alors on a quand même des dieux, Aimé Césaire. Et voilà, Frantz Fanon, c'est un peu plus compliqué, mais ça commence à émerger aussi. Et puis il y a plein de femmes, Paulette Nardal. Enfin, je pense qu'effectivement, il y a plein de récits à proposer. Justement, vous évoquez les États-Unis. On a une archive à vous montrer. C'est un grand écrivain américain, précisément, qui est aussi l'une de vos références, Alain de Montaigne. Ouais, c'est même l'un des grands penseurs du XXe siècle. C'est l'indispensable James Baldwin dans cette archive. Sur le RTF, on est en 1972. Il répond à une interview. On lui demande quand est-ce qu'il a su précisément qu'il était noir. Il répond dans un français absolument parfait et adorable. Il répond également sur ce que cette découverte a suscité en lui. On regarde. On ne m'a pas expliqué que j'étais noir. Je me suis trouvé en train de bagarrer avec des Blancs parce qu'eux, ils savaient que j'étais noir, mais moi, je ne savais pas. On se rend compte qu'on est méprisé, on ne sait pas pourquoi. On se rend compte qu'on se trouve en danger, on ne sait pas pourquoi. Et on se rend compte, ce qui est pire, que ta mère, ta père, eux aussi, ils sont condamnés. Et on commence à se demander si on ne mérite pas cette condamnation. Et c'est là où le drame commence, quand on commence à mépriser soi-même. Ah, les Blancs savaient que j'étais noire et pas moi. Quand est-ce que vous vous êtes vu noir dans le regard de l'autre? Souvent, quand on pose la question à des personnes noires, elles disent dans l'enfance ou à l'école. C'est là qu'on m'a assigné comme noir. Oui. Alors après, si vous posez la question à plein d'autres gens, c'est pas la spécialité des Noirs, c'est ce temps-là. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que là, on est vraiment sur la question de l'assignation. On est sur quelque chose qui n'est pas dit. C'est ça la perversion du racisme ou du sexisme ou de la discrimination à l'égard de personnes qui sont handicapées. C'est qu'en fait, il y a quelque chose qui est supposé et qui ne sera jamais dit. Il y a un cahier des charges que vous êtes censé connaître et pour autant qui ne sera pas verbalisé. Tout est évident. Et donc, c'est au milieu de cette évidence qu'il va falloir travailler. C'est pour ça que Claudette Colvin, elle est intéressante parce qu'elle coupe l'évidence. Elle dit non, en fait, vous avez organisé tout votre truc sur les Noirs, mais moi, je vous dis qu'en fait, je suis américaine, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et lui, c'est ça qu'il fait comme travail, Baldwin. C'est vraiment autour de cette question-là de dire, vous avez dit que j'étais condamnée, et moi, je vous dis que je suis vivant. Et en plus, je suis un écrivain. Donc, ça veut dire que je vais travailler cette matière-là. Et son identité. Et je vais veiller à être en mouvement en permanence. Je ne vous laisserai jamais coller une étiquette sur qui je suis. Et aujourd'hui, la question de la représentation des Noirs, elle se pose aussi sur scène, Jean-Mathieu. Eh bien oui, parce que la scène, justement, elle se déroule le 21 novembre dernier. C'est au théâtre San Carlo de Naples. Et ce soir-là, on joue Othello. Alors, lorsque le ténor Jonas Kaufmann, qui est une star de l'art lyrique, monte sur scène, eh bien, la salle se met à siffler une partie de la salle, critiquant ainsi le choix en fait, du metteur en scène d'avoir choisi un ténor blanc pour jouer Othello. Alors c'est vrai que depuis une dizaine d'années, les productions ont cessé de faire interpréter le personnage mort de Shakespeare par des chanteurs blancs grimés en noir, on parle des blackface à ce moment-là. Désormais, la question est posée, c'est pourquoi n'y a-t-il que des hommes blancs pour interpréter le rôle principal de l'opéra de Verdi? Alors la faute à un nombre trop restreint de ténors, se défendent les opéras, a des considérations racistes, disent les principaux concernés. Mais c'est vrai que longtemps, les institutions lyriques ont cru pouvoir s'abstenir d'autocritique concernant la diversité. On voit que la route est encore longue, mais est-ce que d'après vous, les acteurs, ils peuvent tout jouer, quelle que soit leur couleur de peau?
Ah oui, moi je pense qu'ils peuvent tout jouer, mais c'est dans tous les sens. C'est-à-dire, mon sujet, c'est pas tellement qu'on mette des noirs pour jouer au Othello. Mon sujet, c'est qu'on mette des gens de toutes couleurs pour jouer des choses. Ouais. Voilà. Et à partir du moment où on en est là, parce que sinon, en fait, on va se focaliser là-dessus, donc ça va être super. On va mettre que un noir pour jouer au Othello, mais en fait, tout le reste, on va continuer à ne pas y avoir accès. Et surtout, on va continuer à penser, justement, dans une logique raciste, qu'il y a une spécificité par couleur, et que donc, si vous êtes comme ça, c'est ça qui vous intéresse. Donc, je vais t'appeler si je fais un truc sur l'esclavage. Alors là, tu seras à fond. Mais sur tout le reste, non. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout qu'on soit dans un monde où Anne Frank ne soit jouée que par des actrices juives hollandaises. Ça ne m'intéresse pas. Parce que, en fait, ça interdit déjà que l'histoire se diffuse. Moi, je suis ravie qu'il y ait une Mexicaine catholique qui ait envie de jouer Anne Frank. Parce que c'est comme ça que l'histoire est dite et racontée. Sinon, ce qui va se produire, c'est qu'on va se retrouver avec l'idée que c'est l'histoire des Juifs. Mais ce n'est pas vrai. C'est l'histoire du monde. Donc, pour moi, c'est vraiment du même ordre. Et la lutte, elle est vraiment sur ce sujet-là. Ouais. Si vous êtes acteur, vous devez jouer. Ouais. Et donc, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait un Othello blanc, pour peu qu'il y ait une Carmen noire. Enfin, voilà, le truc, c'est... C'est ce qui fait que vous dites, Agnès Montaigne, dans un autre de vos livres, que la communauté noire n'existe pas. C'est dans votre livre L'Assignation, les Noirs n'existent pas, qui est lui aussi, d'ailleurs, ce livre adapté sur scène. Je crois que ça recommence au mois de mai à Rennes, L'Assignation. Vous dites, par exemple, il y a rien de commun entre une femme pauvre sans papier érythréenne et puis un riche antillais, finalement. Oui, ou même entre Michelle Obama et moi. Enfin, je veux dire, même si certainement qu'on a des trucs en commun, mais c'est pas l'idée de créer un truc qui serait les Noirs nous fait l'économie de réfléchir au racisme. Or, le principe du racisme, c'est de croire qu'il y a des races qui chacune ont un fonctionnement et une psychologie qui est liée à ce qu'elles sont, et que donc ce truc-là est indépassable. Et donc on voit bien que là, les propositions de dire bon alors quand ce sera un truc qui parle de gens vaguement bridés ou aux yeux bridés, ok, on les appellera parce que c'est leur spécialité. Et puis voilà. Mais moi ça m'intéresse pas les spécialités parce que ça nie encore une fois le fait que on parle d'un chanteur. C'est cette fameuse assignation justement que vous évoquiez et que vous récusez. On va maintenant partir tous ensemble, justement, faire un petit tour de l'actualité de la semaine. Et oui, vous allez voir, comme chaque samedi, on va grimper tous, on va essayer de tenir, sur le porte-bagages de Gaël Legras, qui nous emmène voir ailleurs ce qui fait la une des médias hors de nos frontières. Et ce soir, justement, on retourne aux États-Unis tout de suite. Vous vous souvenez de l'incroyable greffe d'un cœur de porc sur un humain révélé le 11 janvier dernier. Depuis, le patient David Bennett est considéré comme un héros aux États-Unis. Mais cette semaine, l'histoire a pris une toute autre tournure. Turns out the transplant recipient has a criminal record, having stabbed a man, leaving him paralyzed. Le Washington Post a en effet révélé qu'à l'âge de 23 ans, David Bennett avait poignardé un homme à 7 reprises. En 1988, Bennett entre dans un bar, sa femme est assise sur les genoux d'un certain Edward Schumacher. Schumacher va jouer au billard et il sent un coup dans le dos. Bennett le poignarde ensuite dans l'abdomen et la poitrine, précise le Washington Post. Condamné à 10 ans de prison, Bennett en a effectué 6. Selon le New York Times, Edward Schumacher a passé 19 ans dans un fauteuil roulant, a souffert de nombreuses complications avant de mourir en 2007 à l'âge de 40 ans. Depuis que cette information a été rendue publique, un débat éthique divise le pays. En effet, 106 000 Américains attendent une transplantation et chaque jour, 17 personnes meurent de ne pas avoir été greffées. Dans un édito signé par la rédaction, le Washington Post titre « Qui mérite une greffe cardiaque ?» La sœur de Schumacher s'est exprimée clairement sur CBS. How did you feel? Angry, and I feel that there's a lot more deserving people. Sur sa page Facebook, elle reçoit des messages de soutien outrés. Ce n'est pas juste que ce salaud ait une deuxième chance, ou encore, quelle parodie de dépeindre Bennett comme un héros. De son côté, dans le New York Post, le fils de Bennett a décidé de ne pas évoquer le passé et déclare « Mon père contribue à la science, cela pourrait sauver des vies à l'avenir ». Sur la chaîne Fox, il le considère même comme un élu. He's an absolute hero. I know that God is working miracles. God has other plans in store for my dad, which is why he's still around. Évidemment, l'hôpital de Baltimore, qui a procédé à la greffe, s'est lui aussi exprimé dans la presse dans un communiqué beaucoup plus sobre. Tout hôpital a l'obligation solennelle de fournir des soins vitaux à chaque patient qui franchit ses portes. Bon, puisque l'opinion est divisée, rappelons ce qu'écrivait Wittgenstein en conférence sur l'éthique. Dans la mesure où l'éthique naît du désir de dire quelque chose du bien absolu, l'éthique ne peut pas être une science.
Merci Gaël Legrand. Nous allons maintenant nous attaquer à l'actualité de la semaine et pour cela, nous accueillons du renfort deux journalistes. Bienvenue à vous, Annika Jures. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes donc correspondante en France de l'hebdomadaire allemand Die Zeit. Bienvenue, Willkommen. Pardon ouais, Willkommen. Ouais. Willkommen. Ah oui, ouais. pardon. Excusez-moi. Non, c'est moi. J'aurais fait un effort. C'est que moi. C'était presque parfait. Juan José Dorado, bonsoir. Bonsoir à vous. Je ne vais donc pas me risquer. Vous êtes correspondant espagnol à Paris et vous collaborez notamment au groupe de presse La Región. Tout de suite, la première actualité de la semaine. Nadia, notre premier sujet d'actualité, c'est donc ce nouveau procès qui a lieu en Allemagne, précisément, le procès d'un Syrien qui est jugé pour crime contre l'humanité. Et on peut considérer que c'est peut-être une page de l'histoire de la guerre de Syrie la guerre en Syrie qui est en train de s'écrire. C'était donc mercredi. L'accusé, c'est un médecin syrien, un ex-médecin syrien qui est mis en cause dans 18 cas de torture et au moins un meurtre d'opposants. Il encourt la prison à vie. Il faut préciser que cette action en justice, elle a été rendue possible par ce qu'on appelle la compétence universelle. Annika Jures, c'est un concept juridique qui est assez compliqué, qui est appliqué donc en Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots et de manière un peu simple ? Oui, ça veut dire que même les crimes qui ne sont pas faits dans le propre pays peuvent être poursuivis en Allemagne. Et c'est beaucoup plus compliqué en France. Donc c'est pour ça qu'il y a des tortureurs, des violeurs qui sont assignés en Allemagne et pas en France. Et je pense que c'est un droit absolument fondamental. On a vu en Allemagne que c'était beaucoup suivi. Il y a un précédent, il y a un haut gradé qui a également été condamné la semaine d'avant. Voilà. Donc ça commence, je pense qu'on aura beaucoup de procès comme ça maintenant, puisque c'est juste le début d'une longue nouvelle histoire qui s'ouvre là. Et je pense que pour les victimes, c'est très très important. On a vu que, on imagine bien que les victimes de telles tortures et tout ça, pour eux, ça change beaucoup si à la fin, il y a quand même fait un peu de justice. Juan José Dorado, Annika Jures explique que c'est le début de quelque chose, voilà, qui justement c'est en train de changer, ça devrait continuer de se reproduire, ce type de procès. Ça veut dire d'une part que c'est la fin de l'impunité maintenant pour un certain nombre de criminels justement jugés pour crimes contre l'humanité. Et comment, très concrètement, peut-on mener à bien une instruction, une enquête, dès lors que, comme le rappelait Annika Jures, cette procédure de compétence universelle permet de juger des gens pour des actes qui ont été commis ailleurs, bien loin, dans un autre pays. Comment est-ce que le juge peut enquêter ? Alors c'est assez compliqué, mais il y a quand même un précédent. C'était 1998, c'est le juge espagnol Baltasar Garzón qui avait donc demandé l'arrêt de Gustavo Pinochet, le dictateur chilien, quand il était en Angleterre. Je vous interromps un instant, Juan José Dorado, parce que précisément Jean-Mathieu Pernin voulait évoquer ce précédent et il vous redonne la parole dans un instant. Mais effectivement, ce principe de compétence universelle, comme le disait Juan José Dorado à l'instant, Jean-Mathieu, il a été mis en œuvre en Espagne. Mais oui, vous l'avez dit, c'était en 98 et en fait tout ça a commencé avec un mal de dos, comme quoi on est tous égaux, même les dictateurs comme les simples citoyens, parce qu'Augusto Pinochet, il va à Londres pour se faire soigner une hernie discale et bien justement à peine est-il rentré en clinique que des policiers britanniques se postent devant l'établissement car un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui et Pinochet à ce moment-là, en 98 risque d'être mis sous les verrous. Alors c'est un coup d'éclat, vous l'avez dit, qui provient d'un juge espagnol, Baltasar Garzón, qui utilise donc le principe dont nous parlons de compétence universelle qui est inscrit alors dans la loi espagnole pour interpeller l'ex-dirigeant chilien devenu sénateur à vie. Et le magistrat agit donc sur la plainte d'une plainte déposée par des victimes de la dictature chilienne. Et bon, il y a eu 2 ans ensuite d'atermoiement. Finalement, le gouvernement britannique décide de renvoyer Pinochet dans son pays pour raison de santé. Et il le laisse retourner donc à Santiago du Chili où, étrangement, miraculeusement, alors là, arrivé sur le tarmac de l'aéroport, il se lève de son fauteuil et il embrasse tout le monde, donc il allait très bien. Alors, donc jusqu'en 2009, l'Espagne va se distinguer, donc en appliquant pleinement son droit de compétence universelle. Ils vont enquêter aux États-Unis, en Israël, au Rwanda également. Et puis là, il va y avoir des petits coups de pression. Madrid reculera une première fois avant de faire une vraie pause en 2014. Le principe de compétence universelle est désormais limité au fait que la personne incriminée doit être espagnol. Un lien avec ce pays, ne suffit plus pour faire l'objet d'une enquête. Il paraît d'ailleurs maintenant que certains dictateurs ont désormais le sommeil plus léger. Mais pour vous redonner la parole, je crois que cette loi, elle pourrait encore changer. Elle pourrait changer depuis 2016. Il y a un projet, effectivement, de faire changer la loi. Mais depuis 2016, on est en 2022 et ça n'a pas encore été fait. Mais la réalité est qu'effectivement, à partir de 98, ça devient
plus simple, entre guillemets, de pouvoir poursuivre les crimes contre l'humanité sur des personnes qui l'ont commis à l'étranger. Mais ce qui est important de dire là, c'est qu'on a mis en difficulté tous les gouvernements. L'Espagne a changé sa loi parce qu'elle a été mise en difficulté justement par ce principe des compétences universelles. Et donc, en 2009, la loi a été effectivement modifiée, encore en 2014. Et ce qui se passe d'ailleurs, j'imagine, en quelque sorte aussi du côté français, quand on parle du cas allemand, c'est que les gouvernements sont mis en difficulté et la politique internationale parfois fait fi justement des droits humains. Tania de Montaigne, ça veut dire que ce précédent allemand qu'on évoquait à l'instant, avec ces deux procès, la condamnation de la semaine dernière et le procès en cours cette semaine, est-ce que ça peut faire ouvrir un nouveau temps justement de justice, une sorte de concrétisation de rêve de justice universelle, justement, qui fasse qu'il n'y ait plus d'impunité pour les tortionnaires qu'on évoquait à l'instant? Après, ce que je me demandais, c'est la question des moyens. Parce qu'il y a la question diplomatique, et puis il y a quel budget on va mettre au service de cette justice-là, parce qu'il faut pouvoir enquêter. Là, c'est sur une plainte des victimes qui sont en Allemagne. Un État peut se saisir. Enfin, est-ce qu'on rentre dans des démarches comme ça? L'indemnisation des victimes. Comment quelle est la réparation après qui est, Le travail, il est énorme parce que justement, il y a des centaines de milliers de victimes. Donc, c'est sûr que ça ne va pas être poursuivi. Enfin, tous les cas ne vont pas être poursuivis, mais et puis après, c'est plutôt le symbole qui compte pour le moment. Et je pense que ça vient impacter aussi parce que notre rapport aux Syriens, comment on les accueille ou pas. Donc ça vient aussi interroger plein de choses. Notre capacité à la fois à accueillir quelqu'un et à l'écouter et à le considérer comme un justiciable qui doit avoir réparation. Donc, et c'est d'ailleurs sûrement pas un hasard aussi, au regard de la politique d'immigration qui a été celle de l'Allemagne sous Angela Merkel au moment de la crise migratoire de 2015, justement, et de l'accueil qu'il y a eu, si ces premiers procès ont eu lieu aussi en Allemagne. On va maintenant passer à notre temps fort en images de la semaine. Vladimir Poutine montre ses muscles, Moscou continue ses manœuvres militaires à la frontière ukrainienne. Emmanuel Macron lui défend l'édification d'un nouvel ordre de sécurité sur le vieux continent en collaboration avec l'OTAN. Et le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, il a rencontré, c'était hier, à Genève, son homologue russe, Sergueï Lavrov, et il a mis en garde Moscou. La Russie a deux options. Choisir la voie de la diplomatie vers la paix et la sécurité, ou la voie qui mène au conflit, avec de graves conséquences et des condamnations internationales. De son côté, l'Union européenne agite la menace de nouvelles sanctions envers la Russie. Alors jusqu'où la communauté internationale est-elle prête à aller pour défendre l'Ukraine, Juan José Dorado? C'est une question qu'on est en droit de se poser parce que justement, même à l'intérieur de l'Union européenne, tous les pays ne sont pas du tout dans la même ligne. Et pas que dans l'Union européenne, les pays de l'OTAN ne sont pas du tout non plus tous d'accord sur comment faire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, faire face à Vladimir Poutine, ça devient très compliqué. On a constaté ce qui se passe du côté des manœuvres militaires du côté de la Biélorussie, les troupes amassées à la frontière avec l'Ukraine, mais on constate aussi que la tension monte du côté des États baltiques, du côté de la Suède. Donc, trouver un point d'accord, ça va être assez compliqué. L'idée, effectivement, c'est de faire que l'Union européenne ait une force militaire, mais pour l'instant, ce qu'on appelle la boussole stratégique qui a été présentée par Borrell, le représentant de l'Union européenne, va être étudiée certainement au mois de mars lors du Conseil européen, mais ça prend beaucoup de temps et il va falloir donner des réponses. Donc des réponses compliquées et difficiles, mais surtout des réponses qui seront forcément financières, puisque militairement, nous n'avons pas les moyens. Annika Llorens, il y a des divisions à l'échelle européenne. Effectivement, la Pologne n'est pas la France, qui n'est pas le Portugal, mais il y a des divisions à l'intérieur même des gouvernements, y compris en Allemagne, où tous les différents partis n'ont pas la même position, notamment sur la question du gaz russe, dont l'Allemagne a besoin, le fameux gazoduc Nord Stream. Oui, je pense que c'est ça le grand frein, finalement, aux sanctions des Allemands, parce que c'est toujours eux qui, à l'instant, c'est toujours eux qui freinent le plus là, pour les sanctions qu'on pourrait faire à la Russie. Et c'est justement, c'est pour la raison de la dépendance de l'Allemagne du gaz russe. Il y a le Nord Stream qui est fini, mais qui n'est pas encore mis en marche, parce qu'il y a encore des jugements qui doivent être faits, mais c'est un grand conflit entre les Verts et les sociodémocrates. Et les sociodémocrates, ils ont des liaisons, on peut dire, un peu dangereuses avec la Russie. C'est ce qui explique que le gouvernement ne veut pas, pour l'instant, en tout cas, refuse de livrer des armes à l'Ukraine pour faire face à la menace russe. Je pense que c'est ça la vraie raison. Et il y a beaucoup des analystes allemands qui le partagent, parce que c'est un énorme projet qui a été mis en route par l'ancien chancelier Schröder, qui travaille maintenant pour la Russie.
pour Gazprom, donc c'est quand même un grand lobbyiste finalement du gaz russe. Et qui est sociodémocrate toujours, à l'honneur de la partie, tout ça. Donc, parce que l'Allemagne n'est donc pas souveraine sur cette question des énergies. Je pense non, ils sont trop dans la dépendance. On est dépendant toujours du gaz, et la moitié du gaz vient de la Russie. Donc il y a un grand conflit d'intérêts, on va dire, au sein du gouvernement allemand. L'autre actualité de la semaine maintenant, sur laquelle nous allons nous pencher, Nadia, eh bien, c'est le début de la présidence française du Conseil de l'Union européenne et la campagne présidentielle française qui s'est invitée, c'était mercredi, au Parlement européen. Oui, Emmanuel Macron était dans cette belle ville de Strasbourg. Effectivement, il y a prononcé son discours inaugural de cette présidence française du Conseil de l'UE. Oui, coucou maman. 20 minutes au cours desquelles il a martelé que cette présidence devait être un moment utile pour l'Europe et non pas un marchepied électoral comme certains le lui ont reproché. Il a également énuméré une série de chantiers aussi divers et massifs que la réforme de Schengen, le droit à l'IVG ou encore le défi numérique. Juan José Dorado, comment est-ce que ce discours, un peu d'équilibriste, il a été reçu en Espagne ? Alors la première chose, c'est que nous, on s'intéressait surtout à l'annonce faite par le président de vouloir faire intégrer donc le droit à l'avortement et la défense climatique de l'environnement dans la charte de l'Union européenne. C'est ce que nous, on a surtout souligné lors de ce discours. Par la suite, on sait tous parfaitement qu'on va lancer un certain nombre des dossiers et que ça dépendra aussi des présidences qui vont suivre, qu'ils iront au bout ou pas. On sait que les prochaines présidences, que ce soit la République tchèque, la Suède ou l'Espagne, vont certainement... Tous les 6 mois, il faut... Tous les 6 mois, donc, mais c'est des pays, notamment, je parle de l'Espagne ou encore de la Suède, qui va avancer sur la question de la défense européenne, l'Espagne aussi. Et c'est vrai que l'Espagne va foncer, va aider sur la question de la défense du climat. Donc c'est des dossiers qui vont pouvoir... pas aboutir pendant la présidence française, mais qui effectivement pourront aboutir dans quelques présidences, parce qu'effectivement derrière, il y a des présidences, il y a des pays qui sont intéressés à que ces dossiers aillent jusqu'à la fin. Donc c'est bien pour la France que Macron ait fait ce discours, qu'il ait donné ses priorités, sachant qu'effectivement, c'est pas lui qui va clore les dossiers. Tania de Montaigne, comment vous avez perçu justement le fait que aussi finalement cette présidence française, la présidentielle plutôt, la campagne présidentielle s'invite finalement dans le discours du président de la République? Alors c'est vrai que lui-même a peut-être mélangé les genres. Est-ce que vous trouvez ça finalement normal que l'on parle de politique intérieure alors que là, normalement, on devrait parler pour les 27 ? Normal, je crois que là, on est complètement sorti de la question de la normalité. Vraiment, c'est plus du tout le sujet. Après, là, je suis contente d'entendre que dans le discours qui est véhiculé, il y a des choses dont vont pouvoir se saisir les autres, en fait, parce que nous, on est aussi pris dans cette vision-là de dire oui, en fait, c'est un temps de la folie qu'on vit en permanence, et donc c'est toujours bien de savoir ce qui ressort pour d'autres qui ne sont pas pris dans cet hôpital psychiatrique. En tout cas, vous le disiez, Juan José Dorado, la présidence française ne va durer que 6 mois, comme c'est la règle au sein de l'Union européenne. Et 6 mois, c'est somme toute très court. Ouais. Et alors, c'était pas totalement hasard, je crois, mais Jean-Luc Mélenchon aussi était à Strasbourg ce même jour. Alors qu'il n'est pas député européen. Il tenait un meeting juste après le discours d'Emmanuel Macron. On a également pu le croiser dans les couloirs du Parlement européen. Il n'a pas manqué d'étrier les ambitions d'Emmanuel Macron quant à l'Europe. On le regarde. En réalité, une présidence a une faible initiative. Pourquoi ? Parce que comme on change de président tous les 6 mois, le programme roule de l'un à l'autre. Et en quelque sorte, c'est toujours la Commission qui a la haute main sur ce qui se fait réellement. Par conséquent, le président français avait une petite marge de manœuvre qui était celle d'introduire de nouveaux sujets dans la discussion européenne. C'est ça principalement sa marge de manœuvre. Et là, on ne trouve rien. Annick Ayora, ce qu'il pointe là, c'est un déficit démocratique, c'est un refrain assez connu. Est-ce qu'en effet, malgré tout, c'est la Commission qui a le final cut, pour dire les choses en bon français, c'est-à-dire c'est la Commission qui décide à la fin sur les grands chantiers qu'on évoquait? C'est vrai qu'il n'est pas complètement faux ce qu'il dit Mélenchon, parce que, par exemple, sur les grands sujets d'actualité de la taxonomie, donc les règles pour les financements verts du futur, c'était la Commission qui a donné l'acte délégué jusqu'avant le Nouvel An, en plus. Et sans discussion vraiment avec les parlementaires. Après, ils peuvent encore voter ou arrêter le projet, mais c'est difficile. Donc souvent, et on ne sait même pas, comme journaliste, je sais que j'appelle la Commission, et c'est difficile qui a décidé quoi, on ne sait pas. Il y a beaucoup des fonctionnaires qui travaillent, pas en cachette, mais on ne peut pas les nommer, on ne sait pas qui a décidé quoi. La Commission, elle est composée à l'initiative des États, quand même. Ce sont les États membres et ensuite elle est validée par le Parlement.
Oui, normalement, ça c'est la structure. Mais après, pour discuter d'un projet, il faut savoir qui a vraiment... C'est la bureaucratie, en fait, que vous décrivez là. Oui, mais une énorme... Enfin, je pense qu'il y a 30 000 fonctionnaires qui travaillent quand même à la commission. J'ai vu ces chiffres-là, ça m'a surpris quand même. Je ne dis pas que c'est un travail important, mais il faudrait quand même qu'on puisse nommer les gens et pouvoir discuter avec eux, parce que là, c'est une box noire, donc on n'a pas d'idée qui a décidé quoi. Parmi les priorités évoquées, Juan José Dorado, il y a celle, vous l'évoquiez tout à l'heure, de la lutte contre le réchauffement climatique, évidemment, et notamment ce projet de taxe carbone aux frontières de l'Europe, qui est un projet, c'est un serpent de mer quasiment de l'Union européenne. Jacques Chirac, déjà en son temps, la prenait. Est-ce que là, on peut quand même espérer, il y a un accord de principe, il y a maintenant une discussion sur les modalités de cette taxe, mais est-ce qu'on peut espérer qu'elle se concrétise dans les mois qui viennent et peut-être d'ailleurs au cours de cette présidence française? Alors ça paraît d'un côté compliqué qu'effectivement, vous avez parlé d'une présidence de 6 mois, mais en fait la présidence française ça va être 3 mois, puisque tout a été raccourci à janvier, février, mars. Après, le premier tour de l'élection en France, c'est le 10 avril. Voilà, effectivement, après il n'y a pratiquement plus de présidence française dans les faits. Espérons que ça pourra se concrétiser, mais en tout état de cause, j'ai plutôt confiance en que les présidences qui vont suivre, la présidence tchèque, ou encore, surtout la présidence suédoise, qui fasse effectivement qu'on puisse aboutir à des projets comme celui-là. L'Espagne, elle y est favorable à cette taxe carbone aux frontières? L'Espagne est favorable à cette taxe carbone. On a vu comment ça s'est passé avec les Gilets jaunes en France, quand on a essayé d'imposer une espèce de taxe carbone sur l'essence, etc. Mais aujourd'hui, les États, et notamment l'Espagne, est très favorable à qu'on aille beaucoup plus vite en matière d'environnement. Mais alors aussi, quand on voit ce mélange, on a parlé à un moment de mélange des genres concernant le discours d'Emmanuel Macron, voilà, sur les migrants, la taxe carbone, plein de choses. Enfin, bien sûr, ce sont des considérations nationales, on se rend compte que tout le monde a ces mêmes considérations, mais aussi c'est parce que tout se traite aussi à Bruxelles. Les très grands sujets comme l'agriculture, par exemple, oui, sont traités à Bruxelles. Donc je pense si c'est un peu mélangé, ça ne fait pas de mal, puisque il y a toujours les deux niveaux. On l'a vu plus récemment, Annika Ivrès, la crise du Covid, la crise sanitaire et ses conséquences d'ailleurs avec le plan de relance économique montrent qu'aujourd'hui, ce genre d'enjeux ne peuvent plus être traités à l'échelle nationale. Justement, c'est pour ça que c'est ça. Et même si jusqu'ici l'Union européenne n'avait pas la responsabilité pour la santé, je pense qu'il y a une grande aspiration aussi dans les peuples que ce sera un sujet à l'avenir qui sera traité en commun à Bruxelles. Donc je pense, même si au début ça a un peu failli au niveau bruxellois parce qu'il n'y avait pas des règles communes, et même toujours ça coince toujours, mais je pense que ça a quand même déclenché une réflexion sur la stratégie de vaccination. La stratégie, oui. On a vu que là pour le coup, l'Europe, sans l'Europe, d'ailleurs Emmanuel Macron l'a dit. C'est vrai. Mais les passes vaccinales, tout ça, il y a 27 solutions aux frontières, donc c'est pas encore complètement unifié. Une chose, là on dit Emmanuel Macron mélange des genres, présidence française et campagne présidentielle. En 2006, l'Allemagne devait assurer la présidence de l'Union européenne et puis finalement ne l'avait pas fait parce qu'il y avait une campagne électorale. Est-ce que aujourd'hui vous pensez qu'on aurait dû finalement que la France aurait dû s'en passer de cette présidence de l'Union européenne pour éviter ce mélange des genres? Je pense que ça aurait été plus élégant quand même. Parce que, en plus, je me demande comment il fait avec son temps, parce qu'il a géré un pays. Très peu, paraît-il, une campagne. Oui. C'est ce qu'il dit en tout cas. Où ses équipiers travaillent beaucoup, mais en tout cas, moi j'aurais préféré qu'il ne fait pas ça, parce que maintenant on a une discussion, est-ce que c'est un mélange de genre et tout ça, on aurait pu éviter et se concentrer sur les sujets. Merci d'être venus débattre tous les deux sur ce plateau. Merci à vous, Tania de Montaigne. Merci. Vous restez avec nous. Ah, d'accord. Vous allez voir, on a quelqu'un à vous présenter, Tania de Montaigne. Vous allez voir, on va retrouver quelqu'un qui aime faire son intéressant, David Castello-Lopez, bien sûr, comme chaque samedi. Vous allez voir, c'est un grand scientifique et c'est un véritable ami des bêtes qui pose ce soir une question encore vraiment très intéressante. Peut-on se passer du sang bleu des limules ? Peut-on se passer du sang bleu des limules? Attends, mais c'est quoi des limules? On va t'expliquer, arrête. La limule est un animal qui ressemble à un alien de l'espace, à mi-chemin du crabe et du scorpion. C'est aussi l'un des animaux les plus anciens de la planète, puisqu'en gros, les limules d'aujourd'hui sont les mêmes que celles qui existaient il y a 200 millions d'années, à l'époque des dinosaures. Leur groupe a résisté aux 5 extinctions de masse qu'a connues la Terre, et notamment au gros astéroïde qui, justement, a fait disparaître les dinosaures. Mais aujourd'hui, elles sont menacées, à cause de leur sang. Un sang bleu comme un ciel du Sud, et dont 1 litre peut coûter jusqu'à 15 000 €. Mais alors pourquoi ce sang est-il si précieux? Intéressant.
Eh bien parce que dans les années 60, des chercheurs ont découvert que le sang des limules avait une propriété incroyable, il coagule en présence de certaines toxines. Petit à petit, c'est donc devenu le principal ingrédient utilisé par les industries pharmaceutiques pour s'assurer que les médicaments, vaccins et appareils médicaux qu'elles mettent en vente sur le marché ne contiennent pas de toxines. Chaque année, des centaines de milliers de limules sont ainsi ramassées sur les côtes, notamment aux États-Unis, et emmenées dans des laboratoires où on prélève jusqu'à 30% de leur sang. Ensuite, elles sont remises à l'eau et d'une façon générale, elles s'en remettent. Mais on estime tout de même que jusqu'à 30% d'entre elles finissent par mourir à cause de la perte de leur sang. En conséquence, depuis les années 80, le nombre de limules dans le monde a beaucoup baissé. Dans certaines régions, leur nombre a même été divisé par 10. L'espèce est donc aujourd'hui considérée comme vulnérable, et ça, ce n'est pas bien. Ni pour les limules, bien sûr, ni pour tous les animaux qui dépendent d'elles, comme certaines tortues qui, pour survivre, doivent manger des œufs de limules. Ces dernières années, des chercheurs ont donc tenté de trouver des alternatives au sang bleu. Mais les molécules qu'ils ont fabriquées tardent à s'imposer dans les laboratoires. Il faudrait pourtant accélérer la cadence si l'on ne veut pas que l'homme devienne le fossoyeur de l'un des plus anciens animaux du monde. Intéressant. Eh ben merci David Cassel-Lopez, c'était intéressant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est mignon les limules, hein, ça donne envie d'en adopter. Bonsoir Marie Bonisso. Bonsoir. Bienvenue à vous Marie et à votre photo de la semaine avec laquelle ce soir vous allez nous emmener très très loin dans un archipel à l'autre bout du monde. Oui, carrément. on va carrément aller dans le Pacifique, aux îles Tonga. Vous allez le voir, on a l'impression qu'il y a un filtre couleur sépia qui recouvre totalement cet archipel depuis une semaine, en fait, depuis l'éruption d'un volcan sous-marin Unga Tonga Unga Apai. À l'intérieur de ce volcan, pour vous donner une idée de la puissance, c'était 1000 fois Hiroshima. Résultat, regardez. Je vous ai ramené 2 photos satellites de la capitale des Tonga, Nuku'alofa. Elle est à 60 km du volcan. À gauche, c'est une photo prise avant l'éruption. À droite, ce mardi, donc après, on voit la cendre qui recouvre totalement la ville. Depuis l'espace aussi, on a vu la cendre sortir du volcan. Regardez ces images satellites qui sont complètement impressionnantes. Alors, ce qui frappe évidemment, c'est l'ampleur des dégâts, mais c'est aussi la lenteur de toutes ces images qui ont mis dans notre monde hyper connecté 3 jours à arriver pour les premières photos des dégâts. Et encore, vous avez vu, on voit les îles vues du ciel, mais au sol, impossible d'obtenir des images, puisque l'archipel a été totalement coupé du monde, plus d'internet. En fait, les îles Tonga font partie de ces rares territoires tellement isolés, très peu peuplés, qu'en fait, c'est pas du tout rentable pour les opérateurs télécoms de les relier au monde. Et donc, il y a un unique câble sous-marin qui relie les îles Tonga, qui a été financé par la Banque mondiale et qui fait l'épaisseur d'un tuyau d'arrosage et qui a bien évidemment été sectionné par l'éruption. Et la réparation de ce câble va prendre à peu près 1 mois. En première ligne, pour aider cet archipel isolé, vous avez les voisins qui sont loin, mais l'Australie, la Nouvelle-Zélande ont dit qu'ils allaient apporter de l'aide parce que en ce moment, aux îles Tonga, l'urgence absolue, c'est l'eau potable, puisque tous les réservoirs d'eau potable sont recouverts de cendres. Sauf que, justement, cet isolement géographique des Tonga, il crée un dilemme, puisque depuis le début de la pandémie mondiale, il y a eu 1 cas de Covid-19 sur l'archipel. C'est une bulle qui est totalement coupée du monde, qui est d'ailleurs fermée, qui a fermé ses frontières totalement aux étrangers. Il y a même des travailleurs saisonniers tongiens qui sont bloqués depuis 2 ans en Australie et en Nouvelle-Zélande qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Or, avec l'arrivée de l'aide humanitaire et des avions, il y a le risque évidemment d'importer le virus. Et donc ça peut paraître assez fou, mais le gouvernement des Tonga a expliqué que la priorité encore actuellement, c'était d'éviter le tsunami de Covid et d'organiser une aide sans contact. Ils ont même demandé à un avion australien qui venait ce jeudi de faire demi-tour parce qu'il y avait un membre de l'équipage qui était testé positif. Ça s'explique parce qu'en fait, dans ces territoires du Pacifique, il y a une très longue histoire et un traumatisme de maladies importées par les marins. Ils ont eu la rougeole, les oreillons, la grippe depuis le XVIIIe siècle. Et on comprend donc pourquoi, malgré ces dégâts très impressionnants, la peur des dégâts moins spectaculaires l'emporte aujourd'hui dans leur politique. Entre le virus et la cendre, ils ont choisi pour l'instant la cendre. Merci Marie Bonisso.
Merci Tania de Montaigne d'être venue passer ce début de soirée avec nous sur ce plateau. Il faut donc aller voir vos 2 pièces en tournée. Noir jusqu'en juin, d'après Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin. Ça reprend le 2 février à Lyon et puis ensuite au mois de mai, à partir du 17 mai à Rennes, l'assignation, 2 pièces adaptées et mises en scène par Stéphane Fuenquinos. Merci à vous. Merci à tous mes amis. Dans un instant sur l'antenne d'Arte, un grand film en ces temps de pandémie, vous en parliez. On passe notre temps à prendre notre température. Eh bien, souvenez-vous de l'époque bénie où l'on avait 37,2 le matin, le chef-d'œuvre de Jean-Jacques Benex, récemment disparu, avec la troublante Betty Béatrice Dalle et le troublé Zorg Jean-Hugues Anglade. Nous, on se retrouve dès lundi à 20h05 et bien sûr samedi prochain à la même heure. Comme d'habitude, on va se quitter en musique. Et ce soir, c'est avec vous, Tania de Montaigne, parce que vous écrivez, vous montez sur scène et puis vous chantez aussi. Voici un extrait de votre album La Clé. Tant qu'il y en a un, ça va. Tchuss. Quand tu en as un, ça va. Sa vie, tu perds, ça énumère, ça fait des listes longues comme le bras, ça chasse, ça flingue, ça court la jungle.